C'est enregistré en 360 live. Vous verrez sur YouTube ce soir ou demain. Donc, merci d'être ici pour cette présentation. Donc, c'est une première, on va voir ce que ça donne. Donc, on a en théorie 17 personnes inscrites ici, on est 14. Et on a 6 personnes inscrites pour le streaming, tu me disais tout à l'heure, je crois qu'elles sont présentes. Donc, on va avoir un léger lag de 10 à 15 secondes pour le streaming. On espère avoir un petit retour après, voir si c'est une expérience qui fonctionne. Donc aujourd'hui, le but, c'est de parler de 360 degrés, de sortir de ces photos plates et de ces vidéos traditionnelles pour ajouter une dimension. Pour ça, on accueille Leïla Ouanani-Lubic. Merci beaucoup de votre présence, qui va nous faire tout à l'heure un retour d'expérience sur différentes vidéos qu'elle produit en 360 degrés. Et sans tarder, donc le plan de la présentation, on va tout d'abord s'intéresser à un petit historique de tout ce qui est 360 degrés, voir qu'il y a un vrai boom des photos et des vidéos 360 degrés, parler un petit peu du matériel, du hardware, du software, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces appareils, voir quel est le futur de ces 360 degrés. Et on a différents appareils ici, donc on a un Kodak 360, on a je ne l'ai pas sorti, je sais, donc je parle, un casque, comment est-ce qu'on dit Didier? Homaidou, ouais. Homaidou, marque. Donc on a un petit casque de réalité virtuelle ici. Ceux qui veulent les démos après, on peut voir. Et on a donc des Ricoh Theta, donc un petit ici et un deuxième là, j'en parle tout à l'heure. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ces photos et ces vidéos 360? Alors, si le lien fonctionne, sinon en théorie, je l'ai déjà ouvert, voilà. Ici, vous voyez par exemple une photo en 360 degrés du palais fédéral, prise avec simplement ce petit appareil. Donc, comment ça marche? C'est super simple. Vous prenez l'appareil, voilà, et je n'ai pas le sens sur celui-là, mais il a pris une photo. C'est super rapide, et vous voyez le résultat. Ça, c'est une photo qui est quand même retouchée. Comment est-ce qu'on quitte les fonces, voilà. Et avec les appareils plus modernes, on peut également prendre des vidéos en 360 degrés. Donc voilà un exemple. Je vous avais envoyé la photo, mais voilà la vidéo. Donc ça fait des souvenirs de vacances qui sont relativement sympas. Alors, je reviens à la présentation. Nicolas Fournier, c'est bon, on a vu là, c'est tout bon, ça marche. Hop là, j'y arrive. Voilà, alors dans le passé, il y a déjà eu quelques essais pas de vidéo 360 degrés, mais un certain historique. Par exemple, en 1787, des peintres ont commencé à produire ce qu'on appelle des panoramas. Des panoramas, c'est des espaces en 360 degrés, avec des peintures qui sont peintes tout autour de l'utilisateur, sur des surfaces qui sont relativement grandes, des dizaines de mètres, et avec des mises en scène qui sortent des murs, de ces murs 360 degrés et qui viennent vers le spectateur. On en trouve un certain nombre, on en trouve actuellement un, par exemple, à Lucerne, qui est le panorama Bourbaki, du nom du général qui a rendu les armes à la vallée de Joux. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller le voir, c'est une très jolie présentation. En 1877, un photographe du nom de Mark Lett a pris la première photo, le premier panorama vraiment 360 degrés à San Francisco. Et en 1923, c'est le début des planétariums, qui sont déjà quelque part des vues en 360 degrés, avec des sortes des salles de spectacle, donc vraiment déjà un début de cinéma 360 degrés quelque part. Bon, après, il y a plein d'historiques. Ce qui est important, c'est en mars 2015, le début des vidéos 360 degrés sur YouTube, puis sur Facebook en septembre 2015, et ensuite les photos 360 degrés sur Facebook en juin 2016. Donc les photos sont venues après les vidéos. Donc dans le passé, je ne sais pas si parmi vous, des personnes étaient là lorsque j'ai fait l'Open Up l'année passée sur les photosphères. Donc l'idée de la photosphère, c'est donc juste une photo 360 degrés. Le but, c'est de prendre un appareil photo et de photographier une vue comme ça, etc. On prend des centaines de photos qu'on voit sur la partie gauche, qu'on voit surtout envers les différents liens des photos.
Et donc, l'idée, c'est de regrouper tout ça en une seule photo. Donc, ça prend des fois 10-15 minutes de prise de vue, ça prend énormément de temps pour traiter, pour générer la photo. Et typiquement, vous voyez des incohérences et des retraitements sur la partie droite qu'il faut faire pour que cette photo de 360 degrés soit agréable à voir. Et donc, justement, ça c'est en comparaison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous l'avez vu avant, on prend l'appareil, tac, on clique, c'est fini. C'est super rapide. Sur la partie droite, vous avez la version plus évoluée. Vous avez un Google Tracker, photo prise en Suisse il y a une année, près du Monte Rosa. Et on peut quantifier ce fameux boom des photos et des vidéos 360 degrés avec Google Trends, donc l'historique et le nombre de résultats de recherche, enfin de requêtes de recherche sur Google. Et par exemple, tout en haut, vous avez pour les vidéos 360 degrés un vrai boom à partir de, qu'est-ce qu'il faut dire, 2015. Pour la photo de 360 degrés, il y a un boom depuis 2016. Alors pourquoi seulement 2016? Parce qu'avant, on trouvait typiquement Google qui produisait des photos 360, mais pas sous ce terme, sous le terme de photosphère. Et vous voyez à droite le petit graphe, les critères de recherche de photosphère descendent gentiment. C'est un terme qui est en train de tomber en désuétude, ceci, qui n'est plus utilisé. Actuellement, donc, il y a un certain nombre de petits appareils. J'étais très étonné du nombre d'appareils qu'on trouve sur le marché. Je pensais qu'il y en avait 2, 3, 4. Apparemment, il y en a des vingtaines, des trentaines et des quarantaines d'appareils, même grand public, qu'on peut trouver à des prix même à moins de 500 francs pour la majorité de ces différents appareils. Et celui qui a retenu mon attention, c'est donc le Ricoh Theta, que vous avez dans cette première version ici, et dans sa deuxième version ici. Celui-ci coûte environ 280 francs, et celui-ci 425. 500 francs quand j'ai acheté, et c'est en train de descendre. Apparemment, Ricoh produit une version toutes les années, donc on peut s'attendre à fin septembre, décembre, à une troisième version, qu'on espère un peu plus évoluée. Cette caméra a deux objectifs qui font un peu plus que 180 degrés, donc avec ça, il arrive à regrouper l'image. Également, sur les photos de 360, il arrive à supprimer l'appareil lui-même. Si vous regardez les photos de 360 qu'on prend comme ça, on voit que la main. Et Ricoh ont eu la très bonne idée de proposer une API publique pour pouvoir accéder directement aux données, pour piloter à distance cet appareil. Et si ça vous intéresse, il y a un développeur contest, on peut gagner des prix, on peut s'inscrire jusqu'à fin août pour faire des applications avec ce Ricoh Theta. Et on peut gagner des prix jusqu'à 10 000 francs. Avis aux amateurs. Parallèlement à ça, des grands noms comme Facebook ici ont décidé de se lancer dans la course et de fournir également des appareils pro et de produire des vidéos pro. Ici, Facebook, en avril 2016, a produit un appareil qui ressemble un petit peu à une soucoupe volante et qui produit des vidéos en 8K. 8K, c'est quand même relativement grand. Ils ont fait une démonstration dans un hall de gare, je crois, à New York, avec cet appareil justement posé au milieu de la foule et qui monte gentiment. Et vous pouvez la trouver sur YouTube. Bon, ici, j'enverrai la présentation après, mais on voit bien qu'il existe certains appareils. Ici, c'est les plus communs de photos et de vidéos 360. Donc, certains font la photo, certains font la vidéo, la majorité font les deux. On trouve différents prix, on trouve différentes résolutions. Voilà, je vous laisserai voir si ça vous intéresse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces vidéos et ces photos 360 degrés? Donc, on trouve par exemple des séries, des séries télévisées, des téléfilms, différentes choses. Par exemple, Arte produit une application sur smartphone pour voir comment est-ce qu'on dit en français, des behind the scene sur des tournages 360 degrés. Vous avez Canal+ qui produit des mini-séries, qui a rendu en live 360 le Festival de Cannes, plus récemment la Nouvelle Star en 360 degrés. Google produit également une petite douzaine de mini-séries. Ils ont produit par exemple celle qui s'appelle Google Help, qui est un épisode de 12 minutes qui se passe à Los Angeles avec une météorite qui tombe sur la ville, des monstres qui poursuivent des personnes, qui rentrent dans un métro, enfin, etc. en 360 degrés. La vidéo est très impressionnante. C'est encore un petit peu le buzz, ces vidéos 360. Donc,
On trouve par exemple les dernières conférences Google, je crois que c'est celle d'avant également qui était diffusée en 360. Solar Impulse diffuse également en 360 degrés. Et on trouve également sur YouTube autrement différents événements, pas forcément live, comme des événements sportifs, des personnes qui mettent des vidéos 360 degrés, qui font son wingsuit. Donc on peut s'imaginer, nous, sans risque, chez nous, dans notre fauteuil, voler au ras des pâquerettes, au ras des sapins, au ras dans les sapins. Et puis, ça va être à toi, on trouve également, plus proche de nous, sur le site uli.ch, des présentations et des vidéos en 360 degrés, 3 pour l'instant. Et je te propose de poursuivre avec ton expérience sur les vidéos 360 degrés. Alors, merci de me donner l'occasion de parler de cette expérience. En janvier dernier, en fait, je me suis aussi intéressée à la vidéo 360. Et en fait, les médias, de manière générale, s'intéressent à cette chose-là pour effectivement créer des reportages différents. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'expérience que j'ai eue à travers ces 3 reportages qu'on a pu faire. Il y a eu toute une phase un peu expérimentale où il a fallu effectivement choisir le matériel. Donc, moi, je ne suis pas partie sur la Ricoh Theta, mais sur la Kodak Pix Pro, qui est aussi une caméra entrée de gamme. Donc, à moins de 400 francs la caméra. Là, vous avez le premier modèle. Aujourd'hui, il y a un deuxième modèle qui est justement synchronisé avec 2 caméras. Parce qu'en fait, je me suis fait avoir la première fois, c'est que j'ai acheté qu'une caméra. Et ça ne fait pas du 360. Il faut bien les 2. Donc voilà, je suis partie sur ce modèle-là. Et puis, je vais vous raconter un petit peu les déboires, questions que j'ai rencontrées par rapport à cette expérience-là. Alors voilà un peu les points que je vous propose, que je vais vous partager. Donc quel matériel j'ai choisi, quel logiciel il y a derrière, donc c'est Kodak Pix Pro. Quelle différence aussi avec les GoPro, ça je pourrais juste dire un petit mot. Et puis au niveau du tournage, c'est vrai que l'expérience de filmer en 360, c'est très différent de filmer en vidéo normale. On ne peut pas choisir son sujet, il n'y a pas de zoom. Donc il faut vraiment penser un sujet en immersion où il y a de l'action tout autour de nous, et puis c'est une manière différente d'aborder l'image. Et puis, en termes de communication, quels sont les sujets, par exemple, à l'état de veau qui peuvent être traités, ou de manière générale dans les médias, en dehors du sport, de l'immobilier. Voilà, c'est aussi un sujet qui est intéressant pour changer les sujets au niveau de la communication. Donc là, vous voyez l'image de la dernière, justement, caméra Kodak. Elle est en 4K. Celle-là, elle est juste en 2K. Et puis, donc, elle fait ce truc synchro. Et donc, ils vendent tous les accessoires, en fait. Contrairement à GoPro, quand vous achetez une Kodak, vous avez une vingtaine d'accessoires avec. Alors que chez GoPro, chaque accessoire est payé. Donc, c'était un petit peu aussi un des choix. Alors voilà, en février, non, ça c'est sorti en mars, la Gazette de mars, on présente les 2 premières vidéos. Donc nous, on a choisi de traiter le thème du chantier. Il y avait 2 chantiers de l'état de Vaud qui étaient assez impressionnants. C'était les travaux de réfection du Château Saint-Mère et du Parlement, avec des vues assez extraordinaires, justement en hauteur, inaccessibles. Ça fait partie de l'intérêt de la 360. Donc on les a diffusés dans la Gazette. Avec aussi tout un petit mode d'emploi, parce que regarder une vidéo 360, par exemple sur un téléphone, il faut télécharger l'application YouTube, sinon vous n'avez pas l'effet. Et puis sur le navigateur, ça marche, mais c'est un peu moins sympa que sur un téléphone. Donc, donner un peu les explications aussi pour initier les gens à bien regarder et pas avoir une vidéo tout aplatie quand ils vont regarder. Et puis on a eu un petit écho dans la presse avec le 24 heures qui a remarqué qu'on avait tenté cette expérience. Là. Alors, les vidéos, vous les retrouvez, comme l'a dit Cédric, sur la chaîne YouTube de l'État de Vaud. Donc, il y en a 3. La dernière était assez intéressante. C'était, donc, je suis allée à la rencontre du président de la Confédération à la place Saint-François. Les premières vidéos, j'avais pris un pied micro, donc c'était plutôt fixe. J'essayais d'être moins présente. Dans la rencontre avec Johan Schneiderman, j'avais acheté un selfie stick, et puis là, je suis allée vraiment à la rencontre, et puis il y a un moment où je lui serre même la main, donc je me suis retrouvée vraiment
voilà, au cœur de la foule et puis en situation vraiment de filmer d'un bras et puis de vivre de l'autre. Donc c'était assez drôle. Alors, au niveau matériel, voilà, je suis partie sur 2 Kodak. Ce qui est intéressant, c'est de les distinguer. Alors, j'ai le petit autocollant de couleur, ça a l'air anecdotique, mais en fait, c'est important parce qu'on filme toujours avec une caméra qui est face et l'autre qui est arrière. Et au niveau du montage, on va avoir des rushs qu'on va séparer de avant-arrière. Pareil pour... non, c'est surtout ça. C'est distinguer en fait quelle caméra on met devant pour ensuite faciliter le montage. À l'intérieur de ces 2 caméras, j'ai 2 micros SIM, donc pareil, qui ne sont pas forcément vendus avec la caméra. L'attache qui est là, qui est faite maison, avec soit pour le selfie stick, soit pour un pied micro. Et puis, oui, donc la prise de son, elle se fait par ces appareils, mais c'est une qualité tout à fait médiocre. Si on veut une bonne qualité, soit on peut, si on a une interview, on rajoute un micro-cravate et on fait une prise séparée. Et donc, on ne l'a pas acheté, mais le haut de gamme en termes de dictaphone numérique, ce serait le Tascam DR40 qui fait des prises de son assez magnifiques. Alors, ce n'est pas du son 360. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des expériences en son 360. Je ne sais pas si tu en as testé. Mais donc, moi, je n'ai pas fait non plus de son 360. Mais déjà, savoir qu'il faut distinguer la prise de son si on veut vraiment avoir une qualité parfaite, ça, c'est une notion importante. Et puis, le dernier point, c'est le remote, c'est-à-dire le monitoring. Parce qu'en fait, vous voyez qu'il n'y a pas d'écran de monitoring là-dessus. Je pense que tu n'en as pas non plus sur la Ricoh Theta. C'est la limite du truc, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien ce qu'on filme. Avec Kodak Pix Pro, on peut télécharger une application sur iPhone ou iPad qui permet d'avoir quand même la vue des deux images, mais c'est très petit. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte si ça marche ou pas. Et il faut savoir que quand on filme un sujet, si on est trop loin de son sujet, c'est une vidéo qui est plate et qui n'a aucun effet. Donc, c'est quand même important de pouvoir regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a filmé, rien que pour vérifier, en fait. Et ça, c'est un peu la limite de ces produits-là. Alors, au niveau outils logiciels, donc ça, c'est ce que je vous disais, le Remote Viewer, c'est donc développé par Kodak. Ça permet de visualiser, de vérifier ces images, mais vous voyez, ça fait 2 bandes. Donc, ce n'est pas très précis. Voilà, c'est assez limité. Ensuite, quand on dérush, on a donc 2 séries de rush et puis on va les coller. Donc, on a un logiciel qui s'appelle PixPro Stitch qui permet de les assembler. Donc, on voit les 2 sphères. Et puis ensuite, on peut... Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va synchroniser le son et l'image sur soit la piste 1, soit la piste 2, soit un truc automatique qui gère les 2. C'est super important de bien synchroniser le son. Et puis ensuite, on peut choisir un bout de la séquence dans le rush, en sachant que c'est chronophage. C'est-à-dire que si vous dérushez, si vous coller les 2 sur toutes les longueurs de tous vos rushs, ça va vous prendre des heures. Donc, il vaut mieux découper et faire le dérushage à ce moment-là pour choisir que les moments importants. Ensuite, le montage, on peut le faire dans Premiere, Final Cut. Moi, je travaille donc à l'état de Vaux, il y a Premiere, donc j'ai travaillé sur ça. Là, on assemble les séquences. Le truc un peu sur lequel je me suis un peu bagarrée, c'est l'exportation. Le montage en lui-même, c'est assez classique. Mais par contre, l'export, il n'y a pas d'export prévu pour la 360 directement dans Premiere. Et en fait, c'est surtout une question de format pour avoir la qualité optimale, puisqu'on n'est plus sur du HD, YouTube comme d'habitude. On est sur un format 2K, donc en fait, largeur de 1860 par une hauteur de 1440. C'est des paramètres qu'on doit rentrer manuellement dans ses paramètres d'exportation. Et c'est vrai qu'il faut chercher un petit peu pour avoir ces infos-là. Fréquence d'image, là c'était 30, mais on peut aller jusqu'à 60 images par seconde, c'est mieux. Et puis,
puis à mémoriser. Puis après, le codec de compression, c'est du H264, donc c'est un classique de compression. Mais c'est surtout cette taille. Quand on fait un export automatisé, finalement, il y avait une qualité qui était mauvaise, alors que normalement, au départ, j'ai une chaîne où j'avais une qualité plutôt pas mal. Et dernier logiciel que j'ai utilisé, c'est Metadata, donc c'est dans les conseils de Google. On ajoute des données pour que Google reconnaisse la vidéo 360. Je ne sais pas si on a encore besoin de le faire maintenant. Si, oui. Ouais, il le demande encore. Parce que Facebook est censé reconnaître directement la vidéo 360. Facebook le reconnaît, pas YouTube. Mais pas YouTube. Donc il faut télécharger sur la plateforme YouTube ce petit logiciel. Ça prend 2 secondes et demie d'ajouter les datas. Et ensuite, on upload dans YouTube. Au niveau des particularités donc, du tournage, je vous l'ai dit, en fait, ce qui est important, c'est d'être au cœur d'une action. Donc, il y ait des choses qui se passent devant, derrière, autour de nous. De ne pas être trop éloigné de ces actions, parce que sinon, ça aplatit vraiment le sujet. Il n'y a plus rien à voir. Donc, c'est 5-6 mètres max. Et puis au niveau des mouvements, alors au niveau de la hauteur de caméra, on est plutôt sur il faut que la caméra soit au niveau des yeux. Si on est trop bas, trop haut, c'est un peu moins intéressant. En tout cas, ça dépend du sujet. Mais si on n'est pas dans un paysage et qu'on filme des gens, c'est vrai qu'il faut garder cette hauteur-là. Et puis, en termes de mouvement de caméra, il y a des mouvements qui marchent mieux que d'autres. Donc, quand on s'approche, ça marche mieux que quand on recule. Quand les mouvements latéraux ne sont pas très intéressants. Et puis, après, ce qui est intéressant, c'est comme dans n'importe quel reportage, si vous avez des interactions avec des gens, des regards qui se croisent, il y a une vie qui se passe dans le reportage. Et puis, la grande question, c'est est-ce que, donc, quand nous, on s'est filmé, on nous voit, donc il y a une présence forte du reporter. On pourrait, dans certains reportages, le narrateur a décidé de disparaître, donc c'est aussi possible, en mettant un pied fixe ou en jouant sur, effectivement, l'axe. Le principe de la vidéo 360, c'est vraiment d'être en immersion. Donc, c'est vrai que si on a un narrateur qui n'est plus présent, on perd ce côté subjectif. Mais voilà, c'est un choix à faire. Moi, je suis partie sur une voix off dans mes 2 premiers montages, mais plutôt pour une simplicité technique, pour avoir un son de meilleure qualité, puis un rythme narratif qui était plus cohérent. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question est-ce que je dois apparaître ou pas. Surtout, en tout cas pour l'état de Vaud, dans une vidéo aussi institutionnelle, c'est assez drôle de se filmer et de représenter un sujet qui est en train d'interroger un sujet. Voilà, et puis en termes de sujets qui nous intéressent au BIC, il y a cette idée de filmer quelque chose qui n'est pas visible partout, ce qui est un peu inaccessible. Tu l'as dit, les coulisses d'un reportage, les coulisses c'est un peu un sujet de ce qu'on ne pourrait pas voir en mode public. Donc, au niveau de l'état de Vaud, ça pourrait être intéressant d'avoir accès à des moments qui sont plutôt confidentiels ou secrets ou internes, mais qu'on peut quand même communiquer. Pour que le public puisse mieux connaître en fait le fonctionnement de l'institution. Le cas du président de la Confédération était intéressant parce qu'on a une scène, quelqu'un qui parle et puis des spectateurs derrière. Donc, on a vraiment cette relation complète et d'ambiance qui est intéressante. Voilà pour les sujets qu'on a en tête et puis on va essayer de trouver d'autres moyens de faire des reportages. Voilà, merci. Merci. Alors, retour. Si il veut bien reprendre au bon endroit. Voilà. Donc, maintenant, on a des vidéos 360 degrés. Ça peut être intéressant de les voir d'une manière dynamique, agréable. Pour ça, on a ces casques qui ont été créés. Donc, d'abord, je n'ai pas mis ici, mais comment s'appelle celui de Google en carton. Le cardboard. Voilà, cardboard. Le Cardboard. cardboard, oui. Effectivement, l'Oculus et différents autres. Donc, simplement, le principe, c'est qu'on glisse ici un smartphone. Et ensuite, on a simplement 2 lentilles. Et sur l'écran de l'appareil, on a 2 images qui sont projetées.
et une simplement pour chaque œil. Samsung est le sien, donc ici le Samsung Gear, ce qui a donné quelques idées à certaines personnes, typiquement un cinéma à Amsterdam qui a décidé de créer un cinéma de réalité virtuelle avec ses Samsung Gear, avec des Galaxy S6, les smartphones, avec des chaises 360 degrés. Donc tout le monde voit le même film, c'est un peu leur principe. Et chacun a, comme ici, son petit appareil.